Vass et Yolène qui sont également connectés ce matin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Hélène et Yolène s'occupent des questions que vous allez poser sur le fil et qu'elles interviendront pour les poser, pour animer notre échange. Donc peut-être avant de commencer l'échange avec Vincent, quelques mots sur l'activité de la Cité de l'IA. Donc comme vous le savez, c'est une initiative du MEDEL de Lille Métropole qui est animée par Hélène Van Baas et qui a pour objectif de réunir les entreprises qui ont des préoccupations et des questionnements et des projets autour de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est nouveau, qui est extrêmement important pour les entreprises. On a la conviction, en tout cas à la Cité de l'IA, que ça va transformer les entreprises en profondeur, et peut-être encore plus avec cette crise, hein, ce sera l'objet de notre échange. Et donc, la Cité de l'IA a pour objectif de fédérer les entreprises, de créer notamment des groupes de travail. Donc, ces groupes de travail, ils sont encore aujourd'hui très actifs. Il y en avait un il n'y a pas plus tard qu'une heure autour de l'intelligence artificielle et l'éthique, mais il y a également d'autres groupes de travail pour les adhérents de la Cité de l'IA autour de la notion de l'IA. C'est quoi l'intelligence artificielle pour les PME? Comment ça se concrétise? Comment on y va? Pour les entreprises qui ont déjà mis le pied dans des POC, comment on fait pour passer à l'industrialisation? C'est l'objet d'un autre groupe de travail. Et enfin, un groupe de travail sur la recherche et les entreprises dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc la Cité de l'IA est très active. J'invite toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui à nous rejoindre et à participer au groupe de travail. Donc pour cela, n'hésitez pas à contacter Yolène et Hélène qui sont également présentes pour voir les conditions de l'adhésion. Donc, je vous propose qu'on attaque le sujet clé que nous avions préparé pour aujourd'hui, donc avec notre invité, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc Vincent Béag, pour parler de l'intelligence artificielle et de la situation actuelle. Donc, le thème qu'on a retenu, c'est comment l'IA peut-elle aider les organisations à anticiper et à s'adapter à des situations comme celles que nous sommes en train de vivre. Donc, on a tous entendu parler avant la crise de l'IA, on a créé la Cité de l'IA pour ça. La question qui est légitime aujourd'hui, c'est de se dire en quoi l'IA peut-elle nous aider dans nos entreprises à passer cette étape et même plus généralement dans la vie quotidienne, à avoir une vraie efficacité dans la pandémie qu'on subit tous et qui est très impactante. Et lui, on parle Et de donc, moi. je propose de démarrer tout de suite avec toi, Vincent, avec une première question que j'ai préparée pour toi, c'est dans cet optimisme et cette vision un peu idéale de l'IA, en fait, qu'on avait tous un peu avant la crise, est-ce que l'IA nous a donné et nous aide et nous donne aujourd'hui Oui, des oui, aides oui. concrètes Non, non, pour mais traverser cette situation? je lis les commentaires en même temps. Alors, je vais peut-être faire une réponse un peu brève. La réponse est non, malheureusement. Enfin, si on regarde les faits, c'est pas l'IA qui va nous sortir de cette crise, ça, c'est une évidence. Dans les situations de crise, il y a un tel besoin d'adaptabilité, de réagir au quart de tour sur de l'inconnu, 600 téléconférences qu'on a que faites, ça, c'est l'affaire de l'humain. Donc, c'est l'homme qui est capable de faire ça. Alors, ça ne veut pas dire que l'IA ne peut pas aider. Vous avez peut-être vu dans la presse ou même à la télévision, hein, dans un certain nombre d'initiatives sur lesquelles d'ailleurs on pourrait revenir, parce que je pense que tu en as quelques-unes en cours, Manu, de ton côté, qui peuvent apporter de l'aide. Par exemple, sur la manière de faire un diagnostic. Il y a des gens qui ont testé si à partir d'une radio de poumon, on est capable d'identifier si la personne est atteinte ou pas du Covid-19 à partir d'analyse de l'image. Donc, oui, il peut y avoir des aides de ce genre-là, mais il ne faut pas compter là-dessus pour nous sortir de la crise, évidemment. Donc ça permet de relativiser quand même un point, et un point qui est fondamental, c'est que l'IA, alors il y a eu des tas de discours, c'est une révolution, etc. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs, vous avez tout entendu. On peut en penser ce qu'on veut. Malgré tout, c'est pas magique. L'IA n'est pas magique. Donc, il y a des sujets sur lesquels elle est bien adaptée et d'autres où elle l'est moins. Donc, là où c'est adapté, c'est quand on a des problèmes qui peuvent être complexes avec beaucoup de données sur lesquelles on n'a pas d'algorithme de résolution. Donc, si on a un algorithme de résolution qui consiste à une formule, ben, on a le résultat immédiatement. Donc, ça, c'est pas de l'IA. Quand on a beaucoup de volume de données et quand on a problème complexe, on peut avoir du mal humainement à s'y retrouver dedans. Alors là, on est vraiment dans le terrain d'intelligence artificielle. Et par contre, quand on a des sujets qui sont plus vastes, qui peuvent être très mouvants, avec beaucoup d'incertitudes, peu de données, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait mieux que le cerveau humain pour prendre une décision au quart de seconde sur ces environnements très très mouvants, avec très peu d'informations. On fait ça, nous, tous les jours.
Donc, on voit bien le champ d'application. Ouais, alors je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on a tort d'opposer l'intelligence artificielle à l'humain. Il y a des choses qui restent encore très humaines. J'entendais même ce matin à la radio qu'on envisageait d'utiliser des chiens qui sont habitués à détecter les explosifs pour détecter le Covid. Et probablement les chiens ont encore un petit peu d'avance hein, sur les systèmes d'intelligence artificielle, en tout cas quand il faut se déployer très rapidement. Bah, le chien a un capteur qu'on n'a pas encore réussi à inventer de façon numérique, c'est le capteur olfactif. Même s'il y en a qui le testent, il n'existe pas encore, hein. Tout à fait. Donc l'humain et l'opposition classique qu'on peut avoir tendance à faire entre l'humain et la machine, là, elle s'applique clairement pas sur ce type de sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, il y a maintenant, Il y a une petite les quarantaine. deux sont quand même très, très enfin, comme tu le dis, il ne faut pas l'opposer, les deux sont complémentaires. Ça sert à rien de vouloir lutter avec la machine sur la capacité de traitement de volume très important. Elle est déjà supérieure dans plein de domaines à l'homme sur ces sujets-là. Et puis, inversement, quand on est en environnement incertain, ce que je citais précédemment, là, par contre, elle ne l'est pas et le sera. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Et donc, la question de fond, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans le raisonnement humain. Et d'ailleurs, c'est Luc Julia, le patron de la recherche de Samsung, qui l'exprime très bien, puisqu'il nous invite plutôt à parler d'intelligence augmentée Ouais, plutôt que d'intelligence artificielle. Et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un appui pour augmenter notre intelligence, notre capacité de décision, prendre les bonnes décisions. Alors, j'ai un petit exemple qui est un peu amusant, parce que tout le monde l'a vu dans les films, c'est dans La Guerre des Étoiles, où on a C3PO qui sort ses statistiques et qui explique, donc qui est une sorte de droïde avec une intelligence artificielle et qui dit, ben, voilà, il y a autant de pourcents de chances qu'on s'en sorte et la chance est extrêmement minime, donc une intelligence artificielle va dire c'est impossible. Et puis Han Solo, il le fait quand même et il passe quand même. Donc après, c'est des films, évidemment. Mais la caricature est intéressante parce elle montre ce que fait l'homme et ce que fait la machine. ouais, ouais, tout à fait. Donc, si on en vient vraiment au sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui intéresse, je pense, tous les participants à ce webinaire, qui est la crise autour du Covid-19 et du coronavirus, en fait, en quoi tu penses, toi, dans ton analyse, que l'IA peut être une réponse à travers la crise actuelle, mais aussi les conséquences qu'elle va avoir, la transformation de ce qu'elle a sur le futur tel qu'on le voyait avant la crise? Comment tu vois le rôle de l'IA dans les années et mois qui viennent? Alors, dans la lignée de ce que je disais où l'IA n'est pas magique, il faut bien se garder de voir dans la technologie la réponse à tous nos problèmes. Donc, il ne faut surtout pas en faire un dogme. Alors, c'est vrai pour l'IA, mais c'est vrai pour d'autres promesses qu'on a pu avoir par le passé, que ce soit des technologies ou autres. Et donc, il faut faire vraiment attention aux raccourcis un peu rapides qui nous feraient dire que bah, demain, on va raser gratis et on traitera tout grâce à l'IA. C'est un peu court. Et ce serait une grave erreur. Donc, comme toute techno qui apporte une solution, la première chose à faire, c'est de regarder les faits avec beaucoup de recul, en essayant de les objectiver au maximum. Et si on regarde ces faits de la crise qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on voit? Euh, on voit de nombreuses ruptures d'approvisionnement sur des produits finis. Ouais. On l'a vécu avec les masques, on l'a vécu avec le gel hydroalcoolique au début de la crise. Les pâtes, Euh, également, dans les supermarchés au tout début, hein. oui, tout à fait. Ou les vélos d'appartement. Enfin, les gens se sont rués sur les vélos d'appartement, les ont achetés en ligne et puis il n'y a plus de stock. Donc on a des ruptures d'approvisionnement de produits finis. On a vu des arrêts, des chaînes de production qui se sont arrêtées parce qu'il manquait juste un composant dans l'automobile ou ailleurs. Donc, par défaut de matières premières ou de composants pour pouvoir continuer la fabrication. On voit dans les difficultés, alors ça c'est les hôpitaux et les médecins qui l'ont vécu, les soigngnants, sur C'est cool. J'ai l'allocation mes petits adhérents. Ça. des stocks de masques et des produits dont ils avaient besoin. Certains en avaient plus qu'il en faut, d'autres n'en avaient pas du tout. Donc, problème d'allocation, de ressources et de produits. Une difficulté si vous avez testé des courses en ligne, il n'y a plus un commerçant qui est capable de vous donner une promesse à peu près certaine en termes de délai de livraison, donc impossible à prédire. Ce qui prouve que, en fait, en réalité, personne ne savait les prédire avant, ces délais de livraison. Simplement,
ils prennent un engagement en disant on vous livre en 2 jours et après ils se démerdent. Ils savent que, mais ils ne savent pas vous dire si ça va être en 2h15 ou 8h45. Donc, et quand ça s'étend, c'est encore pire, on sait encore moins le dire. Vous avez des activités qui ont fermé parce qu'on n'avait pas il y avait du personnel en excès et puis ça ne servait à rien de maintenir une personne pour une activité avec 4 clients. À l'inverse, il y a eu des manques de personnel sur des activités qui étaient cruciales dans cette période de crise et qui se retrouvaient en surchauffe. L'initiative de Lemayeux et du Souffle du Nord sur la fabrication de masques dans la région est intéressante aussi. En quelques jours, ils ont réussi à mobiliser 15 000 couturiers ou couturières pour fabriquer des masques en approvisionnant la matière, en donnant le plan, etc. Et donc, on a été dans une logique de crowdsourcing, pour utiliser un mot un peu barbare, donc utiliser la foule pour construire quelque chose en termes de ressources. Moi, il y a un élément que je trouve super intéressant, même si c'est un peu extrême, c'est la circulation est fluide en ce moment et la pollution a baissé. Du fait du télétravail. Alors, du fait du confinement, mais on a pu continuer à télétravailler. Donc, alors évidemment, là, on est dans un cas extrême, mais ça doit nous interroger sur le lien de cause à effet entre les deux. Et après, là, sur la sortie de crise, on a comment on trace les contacts, comment on détecte la maladie. Donc, il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles on a un certain nombre de difficultés. Donc, le point de départ, c'est déjà de partir de ça, en fait. C'est de partir de ces faits et de ces constats. Donc là, tu as fait une liste d'un certain nombre de constats qu'on a tous fait, je pense également dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Mais en quoi, là, tu vois, toi, des apports de l'intelligence artificielle pour traiter ces différents points En fait, le raisonnement, c'est de dire, moi, je pense qu'il est important de ne pas aller trop vite dans les solutions. Pas vouloir raser gratis demain. Et quand on a ces constats qui sont faits, le premier exercice avant de basculer sur les solutions, c'est de faire l'analyse des causes racines. Qu'est-ce qui a provoqué la difficulté que l'on constate? Et l'IA va être une réponse à une des causes racines. Et dans certains cas, si on prend, je vais te prendre un exemple, le gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qui a provoqué? Pourquoi est-ce qu'on a une rupture? On constate la rupture. Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture? Il y a évidemment les gens se sont rués dessus, sont allés en acheter. Les stocks étaient limités. Donc on a ces deux phénomènes. Tant qu'on n'est pas revenu sur ces causes racines, on ne va pas trouver la bonne solution parce qu'on peut très bien se dire si c'est la question, c'est les gens se ruent dessus, on peut très bien limiter le droit à en acheter à un certain volume par personne et par jour, par exemple. Et auquel cas, on va réguler l'achat et on va éviter une rupture. Il n'y a pas besoin d'IA pour faire ça. C'est juste une décision. Et après, un contrôle. Ce qui a été fait au Danemark d'ailleurs, parce que quand tu avais du gel hydroalcoolique dans les supermarchés, tu pouvais acheter une bouteille pour 4 € et la deuxième bouteille était à 198 €, je crois. Par exemple, c'est une bonne manière de le traiter. Ouais, c'est vraiment un très bon exemple. Et donc, pas besoin d'IA pour le faire. En revanche, si on regarde la question des stocks limités, on ne va pas les réinventer, les stocks, mais en revanche, on peut réussir à anticiper leur fabrication si on constate une hausse de la demande. Là, l'IA peut être une réponse. Et donc, il faut bien segmenter les causes racines, et il peut y avoir plusieurs causes racines à un même problème. Il faut bien les segmenter pour apporter les bonnes réponses. Donc quand on est face à des questions comme ça, il faut passer par cette démarche avant d'arriver aux solutions. C'est indispensable. D'accord. Donc, en fait, c'est des bonnes pratiques d'ingénierie, mais qui sont tout à fait valables également dans les contextes d'IA, c'est-à-dire bien comprendre les phénomènes face auxquels on est confronté et aller en profondeur. Ah oui, on n'a pas inventé la poudre avec ça. C'est un des enjeux d'ailleurs de la prise en compte dans les entreprises, c'est que c'est une technologie qui, par certains aspects, retrouve tout à fait les mêmes caractéristiques que les technologies auxquelles on est habitué, avec en plus des nouveautés qu'il faut bien appréhender. Et on est là justement aujourd'hui pour en parler. Donc, par rapport à cette crise, donc, on a fait le constat un peu des différents sujets qu'il y avait. Tu as remis ce point fondamental de creuser les causes racines. Mais une fois qu'on a fait ça, sur quoi tu penses qu'on peut mettre en place aujourd'hui des solutions? En fait, ces constats-là, et pour revenir aux solutions, ces constats, c'est un vrai révélateur. En fait, comme les crises,
l'intérêt des crises, hein. Malheureusement, s'il n'y avait pas des morts, etc. Mais l'intérêt de la crise, c'est bien d'être un révélateur sur des dysfonctionnements. Et là, je trouve que ça révèle un point qui est quand même fondamental sur nos capacités de résilience de nos organisations. Et on voit bien qu'il y a un simple. Alors, ça peut être juste un grain de sable, ça peut être là, une énorme pierre qui nous tombe dessus avec le Covid, mais l'un comme l'autre peuvent gripper une organisation assez facilement. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme pratique demain, si on se projette un peu dans le futur, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre comme pratique pour amener beaucoup plus de résilience, soit dans nos modèles économiques, soit dans nos processus sur un business model donné. Et pour faire en sorte qu'il soit résilient face à la survenance d'un incident, quel qu'il soit. Parce que ça peut être, là, c'est une crise sanitaire, mais ça peut être une crise économique, ça peut être un accident industriel. Enfin, il y a plein d'éléments, plein d'aléas qui peuvent survenir. Et donc se dire en quoi l'IA est peut-être un support, peut-être une réponse pour aider à permettre cette résilience. Et il peut y avoir deux choses différentes. Il y a un premier axe qui est celui de la continuité d'activité, et donc de se servir de l'IA pour assurer une continuité d'activité dans certains cas. Et puis il y a un deuxième axe qui consiste à réinventer à trouver de nouveaux business models, ou en tout cas à l'utiliser pour faire de nouveaux business models. Alors je vais prendre le premier sur la continuité d'activité, parce que comme pour l'analyse des causes racines, c'est pas une nouveauté. Enfin, des plans de continuité d'activité, beaucoup d'entreprises l'ont déjà fait ou savent le faire. Alors, ils l'ont fait plus ou moins bien. Je suis un ancien DSI, hein, je disais en introduction, j'étais DSI de la Mondiale. J'étais un jour confronté à une crise virale à la Mondiale, mais virus informatique, qui était impossible à prévoir, puisque c'est l'antivirus lui-même qui a diffusé le virus. Extraordinaire. Donc c'est une faille dans le système qu'on ne connaissait pas, qui était une boîte noire, qui a diffusé ce virus. Donc c'est impossible à prévoir. Et ce qui a sauvé l'entreprise, donc pendant 15 jours, on ne savait pas ce qui se passait quand même, hein. Des gens au chômage technique, une situation à l'échelle d'une seule entreprise, comme ce que l'on vit aujourd'hui. Et ce qui a sauvé l'entreprise, c'est l'existence d'un plan de continuité d'activité qui avait été établi 2-3 ans auparavant et qui avait été poussé par la législation, puisque ceux qui connaissent un peu le monde de la banque ou le monde de l'assurance, il y a soit BAL 3, soit ça s'appelle Solvency II, enfin les normes de solvabilité de ces établissements et les normes prudentielles font qu'ils ont un certain nombre d'obligations sur leur processus et donc doivent les travailler. Du coup, on avait fait cet exercice-là qui nous a permis de réagir face à la crise parce qu'on avait les dispositifs de gestion de crise, les possibilités de redémarrer une activité de façon réduite dans un espace prévu à cet effet, les opérations à monter qui avaient été définies sur comment on se couvre, etc. Donc là, on a de bons enseignements qu'on peut aller chercher sur la manière d'organiser cette continuité d'activité. Et ensuite, les réponses qu'on peut apporter sur un sujet donné, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir une IA qui vient finalement compenser une problématique que l'on aurait pour assurer au moins une continuité pendant un certain temps. Par exemple, sur un centre d'appel ou pour faire le tri de demandes, parce qu'on a un afflux de demandes de clients et qu'on ne sait pas gérer, et pour pouvoir faire le tri entre l'essentiel et puis ce qui est un peu plus accessoire et être capable de l'absorber. Là, c'est un apport de l'IA très direct pour contribuer à un plan de continuité d'activité globale. Et alors, il y a des solutions qui sont de l'IA, il y en a d'autres qui vont être purement organisationnelles, il y en a qui vont être purement physiques dans la manière de faire. Et ça s'inscrit dans ce plan-là. Et le second sujet, c'est la résilience d'un business model. Si vous avez quelques chiffres, regardez les chiffres de la distribution. Alors, c'est super intéressant parce qu'ils sont. Là, maintenant, on a un peu de recul puisqu'on est à 1 mois et demi de confinement, quasiment, enfin, un gros mois de confinement. Et depuis les stats qu'on a depuis début mars, les drives ont fait plus 68% en France sur l'alimentaire, enfin, sur les produits alimentaires.
Les magasins de proximité ont fait plus 30, les supermarchés plus 20 et les hyper sont très entrés, font plus 3 sur l'alimentaire. Par contre, ils sont complètement plombés sur le non-alimentaire, mais ils font plus 3 sur l'alimentaire. Et donc, le comportement des gens est en train de changer. Et alors pourquoi? Parce que alors est-ce qu'il est pérenne dans le temps? On n'en sait rien, mais toujours est-il que les courses ici, on les fait plus proche de chez soi et avec le moins de contact possible. Peut-être que demain, on va continuer à aller faire les courses plus près de chez soi et moins loin. Auquel cas, on n'aura pas cette augmentation-là, ça va se réguler un peu à la baisse, mais du coup, ce différentiel-là risque de rester. Donc, on voit que les enseignes qui ont plutôt un panel de business model qui est un peu plus large résistent mieux, et puis ceux qui sont dépendants d'un modèle unique sont plus en souffrance. Et donc ça peut interroger sur des stratégies. Il n'y a pas de réponse unique, hein, mais en tout cas, ça interroge vraiment sur la résilience du modèle et pour le coup, l'IA peut être une réponse sur certains pour trouver de nouveaux modèles. Oui, Donc, le point de départ, ça reste les nouveaux modèles à créer et cette logique de résilience du modèle d'ensemble, et ensuite l'IA en tant qu'outil pour répondre à l'un ou à l'autre. Oui, d'accord. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a un impact qu'on a tous mesuré, mais là, je te remercie d'avoir précisé des chiffres et des exemples concrets, en fait, d'impact sur les business models, sur les plans de continuité. Pour abonder un petit peu dans ton sens, sur les plans de continuité, on constate aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent, pour certaines, maintenir un niveau d'activité quasiment normal, mais avec beaucoup moins de personnel, parce que un certain nombre de leurs collaborateurs sont dans l'incapacité de travailler, parce qu'ils gardent des enfants. Et là, sur ces sujets-là, il y a pas mal de cas d'usage où l'IA peut apporter une démultiplication, je dirais, conjoncturelle de l'effort de chacun. C'est pas aussi bien fait en l'état de la technologie que l'humain directement. Mais sur le filtrage des centres d'appel, par exemple, c'est un bon exemple. Si on rentre sur les cas d'usage, tu vois, on peut en avoir, on peut en prendre quelques-uns en exemple. Il y a les urgences, tu as le télétravail, tu as la production, tu as la location de stock. Ouais, je connais bien. Parce que ouais, c'est un sujet que tu connais bien, puisque c'est ton métier. La location, si on commence par celui-là, d'ailleurs, pour rentrer plus dans des éléments très très concrets, l'allocation du stock, alors, si on reprend le cas des masques, c'est comment on fait en sorte qu'on ait le bon niveau de masque pour un médecin, pour un hôpital, etc., en fonction de ça, et puis après pour le public, hein, en fonction de sa consommation, et comment on le régule. Parce que en fait, quand on regarde ce constat-là, on a fait deux choses, et c'est pas une critique hein, de ma part, hein, du tout d'ailleurs, je serais mal placé pour le faire. Il y a quelques années, on a surstocké des masques. Surstocké des masques en disant si ça nous arrive, si on a une crise, au moins on est prêt. Et on les a pas utilisés. Et donc on les a mis au pilon quasiment parce qu'ils étaient périmés au bout d'un moment, juste à cause de l'élastique d'ailleurs. L'élastique qui était périmé, c'était pas le masque en tant que tel. Donc on les a mis au pilon parce que on n'avait pas besoin. Et le jour où on en a besoin, c'est l'inverse que l'on a, c'est qu'on n'a pas assez de masques. Donc, et en fait, on voit que ce sont deux décisions très macro qui ont été prises qui avaient de très bonnes raisons pour être prises au moment où elles ont été prises et dans les contextes. Donc, surtout pas critiquer critiquer ces décisions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que ça traduit exactement ce qu'on peut voir dans d'autres business. Le cas de ce problème-là, on l'a systématiquement, même dans tout le secteur de la distribution, sur est-ce que je surstocke au risque de devoir faire des soldes, par exemple dans le textile, parce que j'ai trop acheté et trop stocké, et je vends plus mes chemises ou mes pantalons, et donc je suis obligé c'est des produits mode, et donc je suis obligé de les vendre un peu à perte en les soldant, ou est-ce que je gère plutôt la pénurie et auquel cas je perds du chiffre d'affaires? Parce que je vais gérer la pénurie et donc je vais effectivement vendre tout ce que j'aurais acheté, mais au lieu de faire 120, je vais faire que 100 de chiffre. Et donc je n'aurai pas de croissance. Et là, l'IA peut être d'un apport extrêmement important pour être capable de. Parce que c'est pas la barre, c'est pas je la mets à gauche ou je la mets à droite. C'est je règle le curseur entre les deux. Et je règle mon curseur en fonction d'un certain nombre d'éléments de décision. Si je reviens sur mes masques, c'est de trouver le bon niveau de stock qui permet
de gérer une crise à l'initialisation de la crise et d'être capable de réenclencher de l'approvisionnement à partir des premiers signaux faibles qui nous montrent qu'on va être en rupture, à horizon avec le délai d'approvisionnement, en intégrant ce délai d'approvisionnement. Il est là le sujet et là l'IA est un outil formidable. Enfin, tu peux peut-être compléter d'ailleurs. Alors, j'ai perdu ton image, je pense que ton économiseur d'écran a dû s'activer. Et donc, ta caméra s'est désactivée, je pense. Non. Ok. Oui, juste pour compléter, en fait, je suis même complètement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, l'IA, elle a deux intérêts. C'est qu'elle peut aider dans les situations normales à gérer l'imprévu du quotidien, on va dire, la livraison qui arrive en retard ou le fournisseur qui a un problème de fabrication qui est relativement habituel. Et puis, elle sert également pour explorer des scénarios un peu plus extrêmes, ce que savent bien faire les assureurs typiquement, hein, avec ce qu'on appelle en statistique les grandes déviations, donc les événements rares mais avec des très gros impacts, et puis de modéliser dans des scénarios. Et là, l'IA peut aider énormément à simuler et aller dans le détail de la préparation et de l'exécution de ces scénarios. Tout à fait. Ok. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Oui, il y a un autre sujet qui peut être abordé, que j'avais listé, c'est celui de la production et de la relocalisation. On parle beaucoup pour se prémunir de ce que l'on a vécu. Voilà, la solution magique, on va tout relocaliser. Je suis un peu extrême dans les propos. Malheureusement, non. D'ailleurs, c'est probablement pas ce qui va se produire. Mais par contre, on pourrait très bien le faire en partie. Alors, le problème de la relocalisation, on va vite se heurter à des débats, et là, on pourrait être sur des débats un peu dogmatiques, se dire ça va coûter plus cher. Et puis, on va rentrer dans des guerres de position en disant si on relocalise, de toute façon, il faudra baisser les salaires, etc. Sinon, on va vendre trop cher. On rentre dans l'extrémité. Donc, on peut très bien imaginer de relocaliser avec des processus qui sont très automatisés. On ne détruit pas d'emploi quand on fait ça, puisque c'est de l'emploi qu'on n'avait plus. Oui. Donc, on recrée de l'emploi et on a un certain nombre de process que l'on automatise, qu'on robotise avec l'aide de l'IA, que l'on n'aurait pas fait autrement, de toute façon. Donc, et qui permettent de le faire tout en maintenant notre modèle social auquel on est attaché. C'est une piste d'exploration qui est extrêmement intéressante. Tu l'as dans. Alors, je prends cet exemple-là sur la production, mais on l'a aussi sur toutes les tâches qui sont très consommatrices de ressources. Aujourd'hui, je suis très présent dans le monde de l'agriculture. Il y a tout le débat autour du glyphosate. Le glyphosate, l'intérêt, c'est que pour désherber, on passe le truc, c'est comme du napalm. Hein, il n'y a plus une herbe qui pousse après. Donc, avec tous les défauts que ça a, et puis les craintes sur la santé, etc., etc., etc. Si demain on n'en met plus, on n'a pas beaucoup de solutions de substitution. Il y en a une qui est purement manuelle, qui est désherber à la main. Alors, on peut revenir à désherber à la main. Il va falloir désarmer de petites mains pour enlever les mauvaises herbes. Il y a des solutions qui sont des solutions à base de robotique et d'IA pour aller désherber et reconnaître visuellement ce qui est la plante qu'on cultive et l'herbe envahissante, une mauvaise herbe, parce que le terme est très mauvais, une mauvaise herbe, mais cette plante envahissante qui vient d'étouffer nos cultures, mais on vient à l'enlever. Alors, c'est pas si simple que ça de l'enlever. En fait, il est plus facile d'ailleurs, au passage, de reconnaître la bonne plante avec l'IA que d'enlever la mauvaise herbe avec un robot. Hein. Parce que les racines ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont très difficiles à enlever, très profondes, d'autres qui sont complètement superficielles. On tire avec le bout du doigt et ça s'enlève. Donc, on voit que le problème, finalement, il n'est peut-être pas là où on l'imagine. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs avec les sujets d'IA. Moi, j'aime beaucoup ce thème de la relocalisation et le fait que même si on crée des emplois très automatisés, c'est des emplois qui n'existaient pas. Moi, je suis assez convaincu que la crise, elle va permettre aussi de quelques relocalisations parce qu'il y en a qui vont être probablement impulsés par les autorités sur les médicaments. Notamment, on se rend compte que c'est un problème de souveraineté qui est sérieux, même si la faisabilité n'est pas encore certaine. Hein. Et puis, plus concrètement, sur la fabrication d'un certain nombre de matériels qui sont nécessaires en période de crise. Et le fait de prendre en compte dans le coût, finalement, le coût subi en cas de disruption massive de la supply chain comme on a en ce moment, je pense que c'est une vraie piste, en fait, pour aider aussi des entreprises à avoir une rentabilité économique. L'IA a un rôle extrêmement fort à jouer là-dedans. Et je vois que Jean, tout à l'heure, suggérait aussi l'utilisation des RPA,
Ce sont des outils de saisie automatique qui sont aussi probablement des très bons éléments. Tu, tu avais d'autres exemples peut-être au-delà de cet exemple Ouais. d'agriculture que je trouve très pertinent, effectivement. Ouais. Oui, t'en as un qui est les urgences. Il y en a un qui est les urgences et ce qu'on a vu là, c'est un afflux de personnes aux urgences avec les flux liés au Covid. Alors, je sais pas si tu m'entends encore parce que j'ai. Je t'entends, mais je ne te vois plus. Ouais, ça c'est un peu figé là, je sais pas pourquoi. Bref, donc si tu m'entends, tout le monde m'entend. Les urgences, donc il y a cet afflux lié au Covid. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il y a encore des gens qui, forcément, la vie continue. Il y a des gens qui font un infarctus, qui ont un accident grave, qui se coupent une main. Enfin bon, il y a des tas de choses qui peuvent encore arriver et qu'il faut bien prendre en compte aux urgences. Et donc l'enjeu du filtrage et puis est fondamental pour éviter d'être engorgé. Je prenais l'exemple du centre d'appel tout à l'heure. Alors le centre d'appel, c'est moins grave. Les urgences, ça l'est un peu plus. Parce que là, c'est vital. On est sur des sujets on joue avec la vie des gens. Et là, c'est un sujet d'expérimentation qui est très intéressant. Alors, ça pourrait être, enfin, on avait discuté, mais ça peut être intéressant de creuser beaucoup plus en détail je pense que c'est prévu là, dans Tout à fait. un futur time break. Absolument. Et c'est un super sujet, ça. Super sujet. Et j'en ai un autre qui est, qui est le télétravail. Alors, le télétravail, c'est un champ d'investigation gigantesque parce que là, j'ai juste quelques idées, mais c'est pour vraiment illustrer, mais il y a plein de choses autour du télétravail. On peut faire un compte rendu. À partir du moment où on utilise un outil, notre voix passe par un filtre électronique. Donc ce filtre-là, on peut très bien le convertir pour générer des comptes rendus automatiques. Savoir qui a parlé et qui s'est positionné sur un sujet, et puis on le génère dans un compte rendu. On peut discuter, mener une réunion à l'international avec des gens de langues différentes en le traduisant dans la langue du destinataire. Alors qu'on parle en français, puis à l'autre bout, on a un coréen qui nous entend en coréen, et inversement. Ce sujet du compte-rendu automatique, il est déjà déployé, hein, sauf erreur de ma part. Je ne me souviens plus du nom de la solution, mais c'est quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on fait une réunion en télétravail et on a un système en parallèle qui génère un compte-rendu, qui est une synthèse des échanges avec les principales décisions qui ont été prises. Alors, je ne sais pas encore quel est le niveau de qualité que ça donne, mais en tout cas, il y a des éditeurs qui ont annoncé la mise en place de ce type de système. Ah oui, c'est demain matin, parce qu'après, à partir du moment où on commence à l'enclencher, à le tester, ça va progresser extrêmement rapidement, parce qu'on est on est vraiment dans des cas d'application extrêmement bien adaptés que l'on sait faire. On n'est pas dans de la science-fiction là-dessus. On sait vraiment le faire. Et il y a un autre exemple, moi, au travers du télétravail, qui m'intéresse. Je citais tout à l'heure le fait qu'il y a plus de circulation, il y a moins de pollution, mais on peut très bien imaginer demain, on a vu que c'était possible de télétravailler assez facilement. On pourrait très bien pousser soit au télétravail, soit en coworking, en périphérie, un certain nombre de personnes, de manière à limiter, tout en gardant du lien social, limiter la circulation. Et du coup, en fonction, après, il faut capter les données, mais être capable de faire du prédictif sur le niveau de circulation qu'il y aura en fonction des taux de télétravail, ou inversement, pousser au télétravail à certains moments quand on se rend compte qu'on va être engorgé parce que raison X ou Y, quoi. Et là, les capacités prédictives de l'IA peuvent être intéressantes à condition d'aller réussir à capter cette donnée, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que là, toutes nos entreprises, pour beaucoup, se sont mises en télétravail et qu'il y a des habitudes qui vont perdurer. Là, au bout d'un mois et demi d'habitude, c'est des habitudes qui sont ancrées. Et probablement, le taux de télétravail, avec tout l'accompagnement que peut apporter les outils d'IA autour de ça, va devenir une réalité forte dans les entreprises. Voilà, je pense qu'on est à peu près arrivé au bout, là, parce que je vois qu'il est déjà 12h05, si on veut laisser un peu de place aux questions. Je voudrais peut-être résumer un peu les grandes idées. C'est que il y a cet élément qui est fondamental, qui est les constats. Repartir des constats, faire les analyses de causes racines, et puis ensuite de travailler des aspects de type soit plan de continuité, soit résilience du modèle ou des business models, pour ensuite n'aller que sur les solutions d'IA
Alors après, pour réussir à trouver les bonnes réponses avec l'IA, il faut évidemment être en contact avec, avoir connaissance des capacités de ce que l'on peut en faire, pour relier les deux, quoi. Et c'est comme ça qu'on pourra innover et apporter des réponses qui soient très justifiées par rapport à ce qui est visé pour régler soit un problème, soit un développement additionnel qu'on veut avoir. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus, le sens de la Cité de l'IA, et c'est le service que la Cité de l'IA a ses adhérents, c'est justement d'avoir de l'aide pour identifier les cas d'usage sur lesquels il est en cas possible de mettre en place des solutions. Bah, écoute, merci Vincent. On a encore du temps pour des questions, donc j'invite nos auditeurs à poser des questions dans le fil. Il y en a déjà eu quelques-unes. N'hésitez pas à proposer des questions autour des sujets. Et on a la chance d'avoir Vincent aujourd'hui, donc c'est l'occasion. Peut-être en attendant que les uns et les autres tapent des questions, peut-être pour compléter un petit peu les cas d'usage sur lesquels tu as donné des exemples. Il y a plusieurs collectifs qui se sont montés depuis le début de la crise Covid avec des entreprises du numérique qui se sont proposées d'apporter bénévolement leur aide aux autorités publiques avec de l'intelligence artificielle et des data. Et parmi les cas d'usage, il y a celui dont tu as parlé, c'est aider le SAMU à mieux traiter les appels entrants. Il y a d'autres sujets autour de comment aider les hôpitaux à se réorganiser pour traiter les soins qui ne relèvent pas du Covid, puisqu'il y a beaucoup d'activités néanmoins normales qu'il faut garder. Il y a d'autres sujets autour de la meilleure répartition possible des stocks de masques, de blouses, de gel hydroalcoolique sur le territoire en fonction de la progression de l'épidémie. Il y a des sujets autour de la modélisation des stratégies de confinement par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui des modes de propagation de l'épidémie et des habitudes des Français. Pour citer quelques exemples, voilà ce qui se met en place aujourd'hui. Il y a la création aussi de tableaux de bord intelligents qui donnent une vision de l'épidémie et quelques jours de prévision sur son extension dans le territoire. Donc tout ça, c'est des réalisations qui ont pu se mettre en place en quelques semaines, sachant que la plus grosse étape a été de collecter les data, les données, et que ce travail-là a été un point important. Alors je vois que pendant que j'ai donné, il y a quelques questions. Donc une question de Kevin. Des modèles pour exploiter ces données, pour faire des diagnostics sur l'évolution du virus et des préconisations des comportements adaptés. Il y aura un rôle spécifique de l'IA dans ce futur potentiel. Et là, c'est un peu dystopien, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Sur alors, j'essaie de reformuler. J'ai passé cette question aussi une affirmation. Est-ce qu'on peut prédire par l'IA l'épidémie? C'est ça la question. Oui, et puis aider le diagnostic, comme tu l'as souligné tout à l'heure, sur l'évolution. À prédire une diffusion, alors ça, je pense que oui, et plus que oui. D'ailleurs, il y a même avec le recul, il y a des organisations qui l'avaient déjà capté en fait, très très tôt, en fonction de ce qui arrivait en Chine, qui avait capté que alors après, c'est difficile de trouver le bon niveau de l'épidémie, mais c'est des modèles qui vont aller en s'affinant, mais je pense qu'on est capable de le détecter extrêmement vite, pas à partir de signaux faibles, Oui. noyés au milieu de signaux plus vastes. Donc ça, je pense ça peut être d'un grand bénéfice. Après, sur l'analyse de l'imagerie médicale, par exemple, ou sur l'aide au diagnostic, bah, tout dépendra des symptômes, hein. Si ce sont des symptômes visibles qu'on peut analyser ou pas analyser, hein. Donc, je pense que oui, parce que on est capable de le faire, mais après, s'il n'y a pas de symptômes extrêmement visibles, on va peut-être arriver un peu tard, quoi. Là, en l'occurrence, on est face à un virus qui est contagieux avant que la personne concernée soit. Il est contagieux alors qu'elle est asymptomatique. Donc, typiquement, là, on peut rien faire. À partir du moment où elle est asymptomatique, on détectera rien. Il n'y a rien à détecter. Oui, tout à fait. Et pour compléter ce que tu disais sur les modèles, en fait, il y a un niveau d'implication aujourd'hui des chercheurs et des mathématiciens et des statisticiens sur la modélisation de la propagation de l'épidémie qui est extraordinaire. Mais malgré cet effort humain et toutes les données qui sont disponibles, il y a encore beaucoup d'inconnus sur les modes de propagation. On arrive à le faire aujourd'hui d'un point de vue macroscopique relativement bien,
mais dans le détail, et c'est dans le détail que se joue finalement la bataille, ça reste encore les marges d'erreur restent encore très importantes. Ah bah oui, il suffit que tu changes un bout de paramètre et ça change tout. Hein, Exactement. C'est pour ça que c'est un peu le grand écart dans les projections qui sont faites aujourd'hui. Alors qu'ils ne sont pas faites à base d'IA en l'occurrence, mais c'est quand même, mais malgré tout sur base de modèles mathématiques. Tout à fait. Alors, et donc, nous avons encore pas mal de participants qui sont présents. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de notre discussion. On est là pour un échange. Bien, bah, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Je propose qu'on mette un terme à ce webinaire. Vincent, je te remercie à nouveau d'avoir pris le temps de témoigner et d'apporter ton expérience sur ce sujet d'intelligence artificielle dans le contexte de la crise Covid. Il y a un sujet, comme on l'a vu aujourd'hui, qui a intéressé énormément de monde. J'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre au prochain webinaire qui est en cours d'organisation et sur lequel vous allez bientôt recevoir des invitations. On va maintenir ce rythme de manière assez régulière pendant toute cette période. N'hésitez pas également à nous suggérer à travers les réseaux sociaux ou directement auprès d'Hélène, de Yolène ou moi-même des sujets, des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez avoir de la visibilité. C'est un grand plaisir en tout cas d'avoir ce moment avec vous. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui et je vous invite à nous retrouver donc très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci Manu, merci Hélène et Yolène pour l'organisation. À bientôt. Au revoir.